Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'une affaire qui, même 10 ans après, reste une blessure ouverte. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Un Boeing 777, 239 personnes à bord. Un vol de routine Kuala Lumpur-Pékin. Exactement. Et moins d'une heure après le décollage, l'avion se volatilise. Plus rien. Pas de message de détresse. Pas de débris. Rien. C'est devenu le plus grand mystère de l'aviation civile. Vraiment. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça. On a vraiment épluché les rapports, les documentaires, pour tenter de comprendre. Notre but, c'est de décortiquer les faits, les hypothèses, même les plus contradictoires. Et c'est un dossier qui est vertigineux. Vraiment. Le problème principal, c'est le vide. Le fait qu'on n'ait pas l'épave, pas les boîtes noires, ça a ouvert la porte à tout et n'importe quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense que pour s'y retrouver, il faut être méthodique. Le mieux, c'est de commencer par la chronologie officielle. Celle des enquêteurs malaisiens. C'est notre base, quoi. Très bonne idée. Alors allons-y. Le vol décolle à 0,41, météo parfaite, rien à signaler. Tout est normal pendant près de 40 minutes. Et à 1h19, on a le dernier contact radio, c'est la voix du copilote, très calme, qui lance le fameux Good night, Malaysian 370. Une phrase qui est devenue glaçante avec le temps. et c'est juste après que tout bascule. 2 minutes après, à 1h21, le transpondeur, l'appareil qui identifie l'avion sur les écrans, est coupé. Il est coupé manuellement, on est d'accord, ce n'est pas une panne. Non, c'est une action délibérée. Et ce n'est pas tout. Presque en même temps, un autre système, la CARS, Le système qui envoie des données sur l'état de l'avion au sol, c'est ça. Il est lui aussi désactivé. Et couper la CARS, c'est une manip complexe. Il faut savoir où aller dans les systèmes de l'avion. donc on a quelqu'un aux commandes qui sait très bien ce qu'il fait. Et le timing. Le timing est dingue. Le timing est chirurgical. Ça se passe pile au moment où l'avion quitte l'espace aérien malaisien pour entrer dans celui du Vietnam. La zone grise. Exactement. Le moment parfait pour disparaître, pour devenir un fantôme. Et pendant ce temps, les recherches commencent. Mais au mauvais endroit. On passe 5 jours à chercher en mer de Chine. 5 jours. Une perte de temps colossale, avant que l'armée malaisienne ne lâche une bombe. Ils admettent qu'ils ont vu quelque chose. Bien plus que ça. Le radar primaire, ceux qui voient tout, ont suivi un écho non identifié. Cet écho, c'est le MH370. Il fait un demi-tour serré, il retraverse la Malaisie et continue sa route vers l'ouest. Ils n'ont rien fait. Pas d'avion de chasse envoyé pour intercepter. Rien. Ils l'ont suivi pendant plus d'1 heure sans réagir. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence? Ah, c'est la grande question. La version officielle, c'est une mauvaise communication, la confusion. Mais pour beaucoup, c'est juste inexplicable. Ça nourrit toutes les théories du complot. En tout cas, ça change tout. L'avion n'est pas tombé tout de suite. Il a volé, sous contrôle, pendant des heures. Des heures, oui. Et c'est là qu'intervient la technologie d'Inmarsat, une société de satellites britannique. Les fameux pings. Voilà. Même communication coupée, l'avion a continué d'envoyer un signal de présence automatique à un satellite. Des pings 1 fois par heure. Et ça a duré combien de temps? Près de 7 heures. 7 heures après avoir disparu des radars. C'est sidérant. L'avion a volé jusqu'à la dernière goutte de carburant. Mais ces pings ne donnent pas de position GPS. C'est ça le problème. Non, pas du tout. Ils permettent juste de calculer une distance entre l'avion et le satellite. À partir de là, les ingénieurs ont pu tracer des arcs de cercle. Et en reliant ces arcs, on obtient 2 corridors possibles. C'est ça. Un au nord, vers l'Asie centrale, et un au sud qui plonge vers l'immensité de l'océan Indien. Et la piste nord a été vite écartée. Oui, jugé improbable. L'avion aurait traversé une dizaine d'espaces aériens surmilitarisés. Il aurait été repéré, c'est certain. Donc par élimination, il reste le sud. Il reste le sud. La conclusion officielle, c'est que le MH370 a volé 7 heures vers le sud avant de s'abîmer dans une des zones les plus reculées du monde. Ok. Donc si on suit cette logique, l'acte est délibéré. Ça nous ramène forcément à l'intérieur du cockpit. Inévitablement. Et les soupçons se sont vite portés sur le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah. Un pilote très expérimenté. Une sorte de légende locale. Oui, passionné, 53 ans. Il avait même un simulateur de vol ultra perfectionné chez lui. Et c'est sur ce simulateur que le FBI a trouvé quelque chose de glaçant. Oui, c'est l'élément le plus troublant, je crois. Ils ont retrouvé une simulation de vol qui avait été effacée un mois avant. Et la trajectoire? Était quasiment la même que celle supposée du MH370.
Un départ de Kuala Lumpur, un virage au-dessus de l'océan Indien et une fin de vol par panne de carburant. C'est énorme. Mais est-ce que c'est une preuve? Un passionné peut bien simuler n'importe quoi, non? C'est toute l'ambiguïté. Est-ce que c'est une répétition ou juste de la curiosité morbide? L'enquête a aussi montré qu'il était un opposant politique dont le leader venait d'être condamné. Un mobile possible. Un mobile, oui. Mais ses proches décrivent un homme heureux, équilibré. Ça ne colle pas. Et le copilote dans tout ça? Farik Abdulhamid, beaucoup plus jeune, 27 ans, en fin de formation sur cet appareil, on n'a pas trouvé grand-chose sur lui. Juste une histoire où il aurait invité des passagères dans le cockpit sur un autre vol. Voilà. Pas très pro, mais de là à imaginer un acte aussi extrême, la thèse du suicide repose quasi entièrement sur le commandant. Si on suit ce scénario, c'est terrible. Il se serait enfermé, aurait dépressurisé la cabine pour neutraliser tout le monde. C'est ça, pour neutraliser les passagers et l'équipage en quelques minutes, avant de voler seul pendant des heures vers le néant. Mais pourquoi? Pourquoi une méthode si complexe? Et pourquoi ce silence absolu? Pas de revendication, pas un mot. C'est un suicide qui ne cherche pas à être compris, juste à disparaître. C'est ça qui est si déroutant. Et au-delà des pilotes, on a aussi regardé les passagers, la cargaison. Il y avait cette histoire des passeports volés. Oui, 2 passagers iraniens. La piste terroriste a fait long feu. C'était de simples migrants qui voulaient aller en Europe. Mais ça a quand même révélé des failles de sécurité à l'aéroport. Carrément. Et puis, autre coïncidence étrange, un ingénieur aéronautique malaisien était assis juste sous l'antenne des communications satellites. Simple hasard. Probablement. Mais dans ce dossier, on se méfie des hasards. Et puis il y a cette fameuse cargaison. Le manifeste de fret était difficile à obtenir. Très difficile. Et son contenu est curieux. On y trouve officiellement 2,4 tonnes de batterie au lithium. Ce qui a tout de suite fait penser à la thèse de l'incendie. Bien sûr, on sait que c'est dangereux. Un feu qui aurait détruit les systèmes et laissé l'avion en mode fantôme, sur pilote automatique. Mais ça me colle pas. Ça n'explique pas le demi-tour, les manœuvres précises. Pas du tout. Un incendie, c'est le chaos, les appels de détresse, pas ce vol furtif et contrôlé. Et puis, il y a l'autre élément bizarre du manifeste. Les mangoustans. Plusieurs tonnes de mangoustan. Un fruit tropical, sauf que, Ce n'était pas la saison. ce qui laisse penser, Que ça pourrait être une couverture, une déclaration pour cacher une autre marchandise plus sensible. et là, on quitte la version officielle pour entrer dans des théories beaucoup plus explosives. Certains disent, Il ne faut pas chercher si loin, l'avion est en mer de Chine. oui, cette théorie contredit tout le reste, les données Inmarsat, tout. Mais elle s'appuie sur des choses troublantes. D'abord, un témoignage. Celui de Mike McKay sur une plateforme pétrolière. Exactement. La nuit même, il envoie un email. Il dit avoir vu une boule de feu dans le ciel. Un avion en feu qui tombe. Son témoignage a d'abord été pris au sérieux, puis écarté. Et son contrat de travail a été rompu juste après. C'est ça. Assez étrange. Et puis, il y a le contexte. La zone n'était pas vide, loin de là. Des exercices militaires. 2 exercices militaires énormes, impliquant les Américains, les Thaïlandais. Ce qui amène à l'hypothèse d'une bavure. L'avion aurait été abattu par erreur. C'est la conviction de Ghizlan Ouatrelos, ce Français qui a perdu sa famille dans le vol. Pour lui, tout le reste, le demi-tour, Inmarsat, C'est une mise en scène. Une gigantesque opération de désinformation pour cacher la vérité et éviter un scandale mondial. une théorie radicalement différente vient d'un groupe d'experts français, Captio. Eux, ils croient aux données Inmarsat. Oui, ils les ont même réanalysées de fond en comble. Et leur conclusion est fascinante. Pour eux, les données sont compatibles avec un détournement, mais un détournement intelligent, planifié. Pas un suicide. Non. Le but était d'amener l'avion quelque part. Leur trajectoire montre un vol furtif, longeant les frontières, puis volant très bas le long de Sumatra pour éviter les radars. Et la destination finale, c'était quoi alors? D'après leurs calculs, Christmas Island, un petit territoire australien avec une piste d'atterrissage. Et l'avion serait tombé en panne sèche juste avant? À 180 km du but, une erreur de calcul sur la consommation de carburant à basse altitude aurait fait échouer le plan. Le mobile, ce serait quoi? Une prise d'otage? Une prise d'otage de nouveau genre, oui. Poser l'avion dans un pays démocratique pour négocier, c'est une théorie très solide, mais Mais comme les autres, il manque une preuve. Et surtout, une revendication. exactement. Et au milieu de tout ça, il y a les débris. On n'a rien trouvé pendant plus d'1 an. Et puis, en 2015, un flaperon s'échoue à La Réunion. Oui,
une pièce de l'aile, formellement identifiée. Ça semblait enfin confirmer la thèse du crash dans l'océan Indien. D'autres débris ont suivi sur les côtes africaines. Mais là aussi, il y a une ombre au tableau. Un personnage assez énigmatique, Glenn Gibson. Ah oui, l'aventurier américain qui s'est mis en tête de trouver les débris lui-même. Et il en a trouvé beaucoup. Énormément. Une grande partie des pièces retrouvées, c'est lui. Souvent avec des journalistes, ce qui a rendu certains sceptiques. Est-ce un simple citoyen passionné et chanceux ou autre chose? Ou un pion dans une opération visant à planter des preuves pour valider la version officielle. C'est une énigme dans l'énigme. Bon. Si on fait le bilan, on a deux grands récits qui s'opposent. D'un côté, l'acte suicidaire du pilote, qui colle avec les données satellites et les débris, C'est la version quasi officielle. et de l'autre, la théorie de la dissimulation, une bavure militaire ou un détournement, où toutes les preuves techniques seraient en fait des leurs. C'est ça. Deux histoires totalement irréconciliables. Et au milieu, les familles qui attendent. Seule la justice française a encore une enquête active. Le sentiment général, c'est que la vérité est quelque part, mais qu'elle est cachée. C'est le sentiment de beaucoup de monde, oui. Que des gens savent, mais se taisent. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, peut-être? Oui, je crois que, au-delà de savoir où est l'avion, la vraie question, c'est le pourquoi. Qu'il s'agisse d'un homme seul, d'une erreur d'État ou d'un acte géopolitique, chaque scénario implique un niveau de secret qui défie l'imagination. C'est vrai. Le MH379 nous a rappelé que, même à notre époque de surveillance totale, un avion de 300 tonnes avec 239 personnes peut juste être effacé. Et ça pose une question qui est assez troublante, hein. Qu'est-ce que ça révèle sur les limites de notre technologie et sur la profondeur des secrets que les puissants ce monde sont prêts à garder?